Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'intro du quatrième épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et j'ai plaisir de vous présenter mon quatrième invité déjà qui se nomme Mark Griffin. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mark Griffin, il est analyste de baseball à RDS et également un ancien joueur du baseball majeur. Il a eu une excellente carrière qui gravite tout autour du baseball, en fait. Et puis, certains vont se demander pourquoi, en fait, que j'ai reçu, que ce n'est pas juste des entrepreneurs. Oui, je vais recevoir beaucoup d'entrepreneurs dans le podcast. Il va y avoir des gens qui gravitent dans le domaine du sport, d'autres dans l'alimentation. Comme je disais, ce n'est pas juste au niveau du sport, mais on est dans une semaine 100% baseball. Alors, je me devais de recevoir quelqu'un qui a un parcours qui est inspirant parce que c'est un début du podcast. Je veux recevoir des gens qui sont inspirants pour vous, surtout en ces temps-ci. Je pense que les gens ont besoin de rêver. Donc, on reçoit des gens qui se spécialisent dans le baseball cette semaine. Et Mark Griffin est la référence dans le domaine du baseball au Québec. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir vous le présenter. En fait, il a été extrêmement généreux. Je remercie Marc encore une fois de sa grande générosité, de son temps. Écoute, ça a été tellement simple avec Marc depuis le début. C'est à partir d'une invitation que j'y avais lancée. Il a dit oui tout de suite, hyper emballé. C'est quand même quelqu'un qui est une personnalité connue, qui travaille dans ce milieu-là, mais je me dis qu'il a un emploi du temps chargé aussi. Il travaille encore à l'heure actuelle et puis c'est très, très plaisant de l'avoir reçu au podcast et d'avoir eu la chance d'avoir toutes ces anecdotes qu'il a racontées. C'est effrayant tout ce qu'il a comme vécu, cet homme-là. C'est incroyable. Et oui, Mark Griffin a lancé aussi son autobiographie durant les derniers mois, en fait. Et puis, c'est disponible dans les librairies, les plus grands libraires au Québec. Si vous voulez aller voir également l'édition de Mortagne, qui est son libraire, son édition, en fait, sa maison d'édition. Et puis, c'est, comme je vous le dis, disponible même chez Walmart. Je pense que je l'ai vu également, là. Donc, allez vous procurer son livre. C'est un livre génial. Et puis, ça raconte toute son histoire. Et ça laisse place également à un tome 2, comme on disait. Il y a vraiment énormément de choses à raconter. Et puis, c'est une partie de l'histoire de Mark Griffin que vous allez entendre. Et c'est important de dire, c'est pas juste une biographie, mais c'est un livre qui a une connotation inspirante. Donc, le but du podcast, c'est de vous inspirer, mais le but de Mark Griffin également, dans son livre, c'était de vous inspirer avec toutes ces anecdotes et surtout tout son vécu. C'est un homme qui est vraiment, pour notre jeunesse, qui est très inspirant, mais également pour n'importe qui de tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour rêver, il n'y a pas d'âge pour être inspiré. Et puis, Mark Griffin est là pour vous inspirer. Alors, on a jasé de baseball, naturellement, vous allez vous en douter. Aujourd'hui, j'aborde mon chandail des Expos de Montréal, le numéro 27, je ne sais pas si vous voyez, Vladimir Guerrero. Et puis, c'était mon joueur préféré de l'époque des Expos. Et puis, pour tous les fans de baseball, comme vous pouvez voir en arrière de moi, j'ai encore plusieurs items des Expos et même de Éric Gagné. Ça a tellement fait du bien, juste jaser baseball. C'est pour ça, en fait, que j'ai décidé, c'est peut-être tôt dans le podcast, les gens vont peut-être identifier mon podcast des épisodes seulement axés sur le baseball, mais je pense que c'est un temps de l'année où la saison est supposée être à son envol et puis on avait besoin de jaser de ça. Il y a beaucoup de gens que j'ai dans mon entourage ou des auditeurs du podcast qui sont des fanatiques de baseball. Et puis, même si vous n'aimez pas le baseball en question, c'est juste inspirant simplement. Je vous dis, l'épisode est très inspirant, est très motivant et ça fait rêver. Donc, si c'est possible pour vous de rêver grâce à ça, ben, ça sera mission accomplie. Et puis, on parle également des expos, naturellement, du retour possible. On a l'opinion de Marc par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il est pas mal mieux informé que la plupart d'entre nous. Donc, c'était très intéressant d'avoir des petits scoops par rapport à ça. On a eu également, on a jasé du baseball québécois, l'avenir du baseball au Québec, les jeunes qui poussent. On a parlé aussi des Antoine Jean, des Jean-Christophe Masson. Ceux qui sont impliqués dans le baseball vont se reconnaître. C'est des jeunes qui sont nos prochains, Russell Martin, Éric Gagné. Et c'est vraiment le fun de savoir qu'on a de la relève au Québec. Et puis, j'en ai parlé avec Marc pour savoir un peu qu'est-ce qu'il en pensait de ça. Et puis, on a parlé de son parcours en général, signé par les Dodgers en 89. J'ai participé aux Jeux olympiques de Séoul en 88 en tant que membre de l'équipe canadienne de baseball.
analyste au réseau des sports depuis déjà 12 ans, mais également dans le domaine du baseball. Auparavant, à TQS, oui, on a appris que TQS faisait du baseball autrefois. Télévision 4 saisons, pour ceux qui s'en rappellent, autrefois V. L'ancien V, en fait. Et puis, aussi, il a été membre des Expos de Montréal de 93 à 94 dans le baseball affilié. Donc, il a été quand même membre de l'organisation. Et puis, c'est un parcours qui est vraiment exceptionnel pour un joueur du Québec, surtout à cette époque-là. Il y en avait encore moins qu'aujourd'hui. Et puis, c'est pour ça que je voulais le recevoir. Vraiment un parcours inspirant, vraiment quelqu'un d'incroyable et surtout une bonne personne. Je vais vous raconter des anecdotes aussi par rapport à lui que j'ai vécu. Et je vous le dis, on avait une bonne chimie, c'était agréable au bout et même ça laisse présager un deuxième épisode. Je remercie Mark Griffin de sa collaboration et puis je vous souhaite une excellente écoute sur les ondes du Made in Québec podcast pour ce 4e épisode. Merci tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast pour le 4e épisode déjà de la grande saga du Made in Québec podcast. Et puis, je reçois aujourd'hui un invité qui me tenait vraiment à cœur de recevoir en tant que fan de baseball, premièrement. Et deuxièmement, parce que c'est un peu réconfortant. On manque de sport en ce moment avec tout qui est arrêté à cause de la pandémie. Et puis, d'avoir une voix réconfortante comme celle de Mark Griffin qui est dans nos oreilles depuis déjà plus de 25 ans à RDS, avec tout son parcours qui va nous inspirer. Parce que oui, le Made in Québec podcast a pour but d'inspirer les gens à travers toute cette crise qui n'est pas toujours facile, en fait, actuellement. Et puis, si on est capable d'avoir des gens comme Mark Griffin au podcast régulièrement, je suis convaincu que ça va rajouter un petit once de bonheur dans chacune de nos vies. Et puis, faire un petit résumé, ça va être difficile de faire ce cours parce que Mark Griffin a une longue carrière remplie de succès. En fait, ceux qui ne le connaissent pas, ça me surprendrait, mais je vais quand même faire un petit résumé. Mark Griffin, c'est un ancien joueur du baseball majeur qui a évolué dans plusieurs, en fait, pour les Dodgers pendant quelques saisons, et puis qui a terminé sa carrière comme membre de l'organisation des Expos de Montréal, comme peu de Québécois peuvent se vanter d'avoir réussi de faire. Et puis, en fait, il a quitté le baseball pour s'en aller dans le monde des médias par la suite, comme on le connaît aujourd'hui, avec RDS. Mais ceux qui ne le savent pas aussi, Mark Griffin, c'est aussi un auteur qui a écrit sa propre biographie, en fait, qui est sortie cet automne, si je me souviens bien. Et puis, aussi, il est un membre de l'équipe canadienne de 1988 aux Jeux olympiques de Séoul. Alors, c'est une belle carrière avec beaucoup de succès. Et puis, ça me fait plaisir de l'entendre parler de son parcours davantage. Alors, Marc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Antoine, ça me fait grand plaisir de venir jaser avec toi. Écoute, merci. Écoute, on va commencer ça de... Je ne sais pas trop par où, parce que tu as tellement de choses à raconter. Mais premièrement, parle-nous de ton livre. Tu as sorti un livre, là, je pense que c'est important d'en parler. Écoute, c'est un livre qui a pour but d'inspirer les jeunes, je crois. Puis parle-nous-en davantage. Écoute, premièrement, ça m'a pris du temps là, à mijoter tout ça parce que oui, j'ai eu un certain succès dans le baseball, mais j'étais qui, moi, pour écrire une autobiographie? Et par la force des choses, parce que moi aussi, je parcours parfois les écoles, les entreprises, à motiver les gens, à essayer de les faire rêver. Puis, ma conjointe, qui est enseignante, dit des fois, c'est dur pour des garçons de faire aimer la lecture, de les faire rêver. J'ai moi-même 3 garçons. Fait que j'ai tout mis ça ensemble. J'ai dit peut-être, pourquoi pas l'écrire d'une façon simple, c'est-à-dire au présent, et d'inspirer un peu les jeunes à rêver. Parce que moi, effectivement, j'étais un rêveur. Tu sais, moi, je rêvais d'aller aux Jeux olympiques. Je rêvais pour jouer pour les Nordiques. Je rêvais de jouer pour les Expos. Fait que là, je me disais, l'hiver, je peux jouer pour les Nordiques. L'été, je peux jouer pour les Expos. Pour 4 ans, je peux aller aux Jeux olympiques. Il n'y en avait pas de limite à 8, 9, 10 ans. Tu comprends? On y va, on fonce. Mais mine de rien, j'ai quand même réussi à accomplir ces rêves-là, à jouer avec mes idoles, à me rendre aux Jeux olympiques, à tous ces... Fait que c'était vraiment dans l'objectif, peu importe ton rêve, aussi fou parfois soit-il ou puisse paraître. Go! Vas-y, mon homme, c'est ta vie, c'est tes rêves, c'est des choses. Fait que c'était un peu l'objectif du livre dans tout ça. Fait que les jeunes, j'espère être en mesure de les aider à poursuivre leurs rêves. Et les moins jeunes, évidemment, je parle beaucoup de ma période des expos, ma période avec les Dodgers.
ce qu'on vit dans les ligues mineures comme joueur. Et donc, je fais revivre un peu une époque des expos qui est nostalgique. Alors, j'atteins deux groupes d'âge, si tu veux, ou deux groupes de gens, les plus jeunes et les moins jeunes, qui revivent un peu, justement, cette belle époque des expos. Ben écoute, c'est vraiment formidable. Sincèrement, là, je le suggère à tout le monde. Tu as vraiment un parcours qui est vraiment inspirant. Et puis, c'est sûr, ça vient un peu me rechercher parce que, comme je te disais un peu avant l'entrevue, je suis un conférencier également dans les écoles. Parler de mon parcours, j'ai de loin un parcours qui est pas encore à la hauteur du tien, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent inspirer par leur parcours différent, Oui, les jeunes d'aujourd'hui. Et puis, tu en es un bel exemple parce que de tout ce que tu as fait, peu importe l'âge qu'on a, je pense que ça peut vraiment nous inspirer et c'est ce que le Québec a besoin actuellement, de rêver un peu. Alors pourquoi pas se prendre une bonne petite lecture avec le livre. Le nom, en fait, c'est le numéro 26 carrément, Griffin ouais, 26. c'est Griffin 26, effectivement. Il n'y avait pas question que je mette mon visage sur la page frontispice. Je voulais vraiment que ce soit un livre. En fait, c'est pratiquement écrit comme un roman. Hein? C'est Oui. écrit au présent. C'est donc mon histoire qui est racontée. Ça s'appelle donc Griffin 26. C'est aux éditions de Mortagne. Ben écoute, c'est génial. Petite parenthèse, est-ce que c'est disponible encore de s'acheter un livre physique? Je le sais, avec la pandémie qu'on vit, est-ce qu'il y a une façon, Ouais. c'est juste des livres numériques? Non, tu peux. Ben, en fait, on peut aller directement sur le site, par exemple, de la maison d'édition, commander le livre par la Parfait. poste, mais il est également disponible en version audio. Ah C'est oui. moi-même qui fais la voix, ma voix finalement. Wow. Et écoute, évidemment, c'est Jacques Doucet qui écrit la préface et c'est Ben, Jacques Doucet lui-même qui lit sa préface dans le livre audio. Donc, c'est disponible autant audio que par livre, évidemment. hey, c'est différent, puis surtout, je pense, avec ce qu'on vit actuellement, ça va changer le monde. Puis on s'entend que de faire un livre audio, c'est peut-être pas dans les normes qu'on vit normalement, mais c'est un peu comme un long podcast en quelque sorte. Donc, ça peut C'est être vrai. intéressant aussi à écouter, là. Ben, écoute, moi, lorsque j'avais sorti le livre, il y a plusieurs qui m'avaient demandé s'il sortait en audio. Évidemment, ça a pris quelques mois là, avant de le sortir en audio, mais il y a une demande pour ça. Puis Ben oui. le fait que c'est moi-même bon, j'ai écrit le livre au présent, mais c'est moi-même qui le lis, ben, je voulais faire ressortir peut-être les émotions un peu plus, parfois que le lecteur, parce que, tu sais, je vais te le dire, Antoine, écrire un livre, je suis sorti de ma zone de confort pas à peu près, là. Tu sais, moi, J'imagine. on peut jaser ensemble pendant des heures, mais si tu me demandes d'écrire tout ça, c'est pas facile. Donc, c'est un processus qui a quand même duré près de 3 ans. Et là, ce qui est intéressant, tu sais, parce que je connaissais pas un peu comme, en fait, ce que les gens allaient, comment les gens allaient, je dirais pas l'accepter, mais comment ce livre-là allait faire son petit bout de chemin. Et là, ben, si je me suis pas fait demander 300-400 fois d'écrire un tome 2, parce que j'arrête quand même assez jeune mon parcours. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais écrire qu'est-ce qui se passe lorsqu'un joueur termine sa carrière et se retrouve justement du côté des médias, la relation que tu crées avec les joueurs et tout ça. Donc, il y a peut-être un potentiel éventuellement. Ben écoute, c'est drôle que tu m'en parles parce que c'était ma prochaine question, justement. C'est quoi, comment toi tu l'as vécu, la transition? Parce qu'on voit beaucoup de fameux joueurs analystes, des joueurs qui font la transition pour devenir analystes. Et puis, il y en a plusieurs parmi ceux-là qui sont aujourd'hui des visages incontournables de la télévision québécoise. Mais je pense à Pierre Vercheval au niveau du football, qui est selon moi les meilleurs analystes qu'on a dans son sport en question, Marc Denis au hockey et toi dans le baseball. Comment toi, tu as vécu la transition pour devenir un analyste? Est-ce que c'était facile pour toi au départ ou tu te sentais encore un peu comme un joueur? Là? C'était comment? Écoute, pour être bien honnête, là, ça a pris 3 ou 4 ans avant d'accepter. C'est vraiment le terme, c'est d'accepter que je suis de l'autre côté. C'est pas Parce facile. que, bon, il faut dire que j'étais un jeune retraité. Tu sais, j'avais 26, 27 ans. Et là, ben, tous ceux avec qui j'avais joué dans les rangs mineurs, par exemple, avec les Expos, que ce soit, bon, à l'époque, il y avait Mike Lansing, que ce soit Mark Grudzelanek ou Henry Rodriguez ou José Vidro ou Pedro Martinez. Là, ces gars-là, ils ont l'uniforme, puis moi, je suis à côté sur la cage des frappeurs durant l'exercice au bâton en habit cravate. Là, tu sais. Fait Un petit pincement au cœur, hein? ben, tu sais, puis même quand j'ai commencé à la télévision, c'était à l'époque à la télévision 4 saisons. Oui, TQS a fait du baseball. Ah ouais, c'est ça que je suis en train de Euh, me dire. oui, effectivement. Oui, pendant 4 ans, on a fait 25 matchs par saison. En tout cas, pour une histoire courte, c'est que j'avais beaucoup de misère. Je parlais vraiment comme un joueur. Je parlais pas comme un analyste qui regarde le jeu.
alors, je pensais encore comme un joueur. Puis, comme je t'ai dit, 3-4 ans au moins avant d'accepter puis de comprendre que mon rôle peut être un peu plus critique, par exemple, envers un joueur ou peut être, bon, whatever. Alors, ça se fait pas du jour au lendemain. En tout cas, pour moi, ça a été une transition qui a été assez difficile à ce niveau-là. Parce que, faut dire que lorsque je me suis retiré, j'ai pas sauté de saison. Je me suis retiré en 94. Puis dès la saison 95, j'étais devenu analyste. Donc, il n'y a pas eu un 3-4 ans là, de, tu sais, tu sors un peu du métier où tu t'en vas un peu à l'extérieur, tu reviens, il y a une période de transition. Moi, il n'y en a pas eu. Fait elle s'est vécue par elle-même en faisant le travail d'analyste. Wow. Comment tu as vécu. Excuse-moi, je me touche dans la gorge. Comment tu as vécu, toi, l'année de 94? Dans le fond, tu étais membre des Expos pendant cette fameuse fausse série mondiale-là qu'on aurait dû avoir, selon moi, mais tu étais dans l'organisation à cette époque-là? Oui, moi, j'étais joueur en 94 dans l'organisation. Je jouais au niveau 2A à ce moment-là. Puis, ben, écoute, l'histoire, c'est que, évidemment, moi, j'étais un petit peu plus vieux que, exemple, Cliff Floyd ou Rondell White ou des gars comme ça qui. Et bon, j'ai eu malheureusement une blessure importante au coude qui m'a fait. Ça m'a retardé. Fait que j'étais bien conscient, là, parce que même si t'es dans les mineurs, t'es conscient de ce qui se passe. Je savais que ces gars-là passaient devant moi à ce moment-là. Moi, l'objectif, quand je me suis retrouvé avec les Expos, c'est d'aller faire mon petit bout de chemin, me rendre à Montréal avant l'arrivée de ces gars-là, puis peut-être m'installer. Peut-être comme quatrième voltigeur si jamais on voit que bon les White et Floyd étaient meilleurs que moi, mais au moins, tu sais, essayer de t'installer, faire un nom. La blessure me nuit beaucoup. Fait que là, on est passé par-dessus moi. Alors, je me suis retrouvé dans le 2A en 94, où c'était pas évident. Et là, la grève a comme tout arrêté, tout ça. Donc, un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, tu sais, le baseball qu'on vit aujourd'hui, il y a des joueurs, probablement de 38, 39, 40 ans, qui vont annoncer leur retraite. C'est vraiment plate. Ils ne veulent pas continuer pour toutes les raisons. Fait que c'était cette histoire-là, un petit bout de l'histoire de 94. Ben, c'est bon que tu en parles parce qu'en fait, moi, je me suis souvent posé cette question-là. Ben, je savais que tu étais dans l'organisation, mais je me disais, en tant que joueur, surtout en tant que Québécois comme toi, ça doit être spécial de dire, tu vois la frénésie au stade olympique, le stade est plein, les gens courent des estrades. Tu sais, tu veux faire partie de cette équipe-là en question, puis tu sais que tu es du calibre des gars qui ont passé devant toi à cause de ta blessure. Ça doit être un peu frustrant à ce moment-là aussi. Oui, à ce moment-là, ça l'était. Ben, bien honnête avec toi, ça l'était. Tu sais, plus tard, tu réalises, tu sais, moi, peu importe ce que tu sais, j'ai pas atteint le baseball majeur comme j'aurais voulu. J'ai pas eu la carrière dans le baseball majeur que j'aurais voulu. Mais je sens dans de moi ce que j'étais capable de faire. Je sens dans de moi ce que je valais, quelles étaient mes forces, mes faiblesses. Je vis très bien avec ça, tu sais, aujourd'hui. Sur le coup, où je vois des gars que je trouvais assez ordinaires, dans mon livre à moi, là, qui ont connu du succès dans le baseball majeur. Je me disais, ils sont chanceux d'avoir obtenu cette chance-là. Mais, tu sais, à quelque part, c'est une jungle, c'est pas facile. Oui, il y a des joueurs qui ont obtenu. Écoute, je te raconte rapidement l'histoire de Mike Lansing. Là. Mike Lansing était mon co-chambreur, imagine-toi, dans les rangs mineurs. On va au camp d'entraînement ensemble. Il frappe pas du tout. C'est moi qui est obligé à chaque jour d'y remonter le moral. On est à peu près à la fin du mois de mars. Le début de saison est à peu près une semaine. On reçoit un appel dans la chambre des joueurs, c'est-à-dire dans la chambre, parce qu'on était dans une chambre d'hôtel. C'est moi qui réponds. C'est le directeur général qui veut voir Mike Lansing. Fait que je fais le message. Je dis, écoute, il faut aller voir le DG. Fait que là, lui, il pense qu'il est soit congédié, parce qu'il frappait pas du tout au camp, soit qu'il était échangé, ou en tout cas, pas une bonne nouvelle. Il part pendant 1 heure, il revient avec la grosse sourire. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit, écoute, je commence la saison à Montréal. Puis, voyons donc. Ben oui, parce que Delano de Shields venait de contracter la varicelle. Il fallait le laisser en Floride pendant 14 jours. Parce qu'à cet âge-là, quand tu as la varicelle, bon. Puis Philippe voulait un gars qui pogne la balle aux deux. Il dit, moi, je vais le faire frapper 8e, whatever, mais qui est un gars qui pogne la balle aux deux. Fait que Lansing allait commencer la saison les 2 premières semaines. Puis écoute, il a frappé à peu près 350 au mois d'avril. Fait qu'il n'est jamais retourné dans les mineurs. Puis il a fait une carrière de plus de 10 ans dans le baseball majeur. Ça a été un très bon joueur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont réussi à se faufiler d'une manière X, Y, Z, puis tant mieux pour lui. Mais moi, comme je te dis, je sais ce que je valais comme joueur, ce que j'étais. Je vis extrêmement bien avec ça aujourd'hui. J'ai réussi à passer au travers.
Ben écoute, c'est tout à ton honneur, sincèrement. C'est sûr que ça t'a donné aussi la chance de côtoyer des gars comme Mike Lansing qui ont connu des très belles carrières dans le baseball majeur. Puis, tu sais, il y a combien de Québécois qui peuvent se vanter d'avoir atteint un certain niveau comme le tien, puis en plus d'avoir été dans l'organisation des Expos, des Dodgers, qui est quand même une très grande organisation de l'histoire du baseball majeur. Fait que c'est vraiment tout à ton honneur. Félicitations pour tous ces faits saillants de ta carrière-là. Là. J'aimerais qu'on parle aussi de ton expérience aux Jeux olympiques. C'est quand même assez unique parce qu'il n'y a plus de baseball malheureusement aux Olympiques. Là, je sais qu'on parle d'un retour potentiel au Il va cours en des avoir. prochains Jeux. Normalement, les prochains Jeux, il y en a à Tokyo. À Tokyo, OK, parfait. Ben, Ouais, c'est ça, je sais que ça va arrêter dans les dernières années, mais je ne savais ouais, pas si ça revenait cette année, en fait. Ben, ouais. l'an prochain maintenant. Là. Exact. Toi, comment tu l'as vécu ton expérience aux Jeux de Séoul en 1988? Ben, écoute, honnêtement, là, lorsque tu es dans l'adolescence, puis là, à un moment donné, il fallait que je choisisse entre le hockey et le baseball, parce que là, malheureusement, aujourd'hui, il faut que tu choisisses pratiquement à 12-13 ans. Là, à l'époque, au moins, je Pas le pouvais choix. choisir un peu plus tard. Et ce qui m'a fait pencher beaucoup pour le baseball, c'était la possibilité d'aller aux Jeux olympiques. Ah, J'avais fait l'équipe canadienne junior en 1986 et après ça, on m'avait dit, ben écoute, les Olympiques s'en viennent dans 2 ans, on va former l'équipe nationale. C'était impressionnant. Tu sais, j'étais jeune, mais je me disais peut-être j'ai l'opportunité de. Alors, ça m'a fait choisir le baseball. Et là, je suis parti avec l'équipe canadienne pendant 2 ans à faire des tournois internationaux et tout ça pour finalement me retrouver. Après quelques embûches, là, mais me retrouver aux Jeux olympiques. wow. Et je te dirais que, écoute, j'étais tout jeune lorsque il y a eu les Jeux olympiques de Montréal. Je comprenais pas trop c'était quoi les Olympiques. Tu sais, j'ai des frères plus âgés qui m'ont expliqué c'était quoi les jeux. Moi, je trouvais la cérémonie d'ouverture tout à fait phénoménale, tu sais, tout Oui. habillé en couleur de ton pays. Puis et lorsqu'on m'avait expliqué ça jeune, je me suis dit, ah, Colin, OK, un jour, je vais aller aux Jeux olympiques. Puis là, j'avais l'opportunité, on me dit, écoute, tu as l'opportunité d'aller aux Jeux olympiques. Alors, je te dirais que quand je suis entré dans le stade olympique de Séoul pour les cérémonies d'ouverture, honnêtement, au niveau émotif, probablement une des facettes de ma carrière la plus intense J'imagine. d'entrer dans le stade olympique comme athlète Wow. olympique et par la suite. Et ça mettait fin, je savais que ce tournoi-là olympique mettait fin à ma carrière amateur parce que dès les Jeux olympiques terminés, je prenais l'avion pour me diriger vers mes débuts professionnels. Fait que c'était assez intense, je te dirais, Une grosse année, hein? 1988-89, début avec les Dodgers, les Jeux olympiques. Ça a dû être une année mémorable pour toi. Ouais, celle-là, disons que c'est des longs chapitres dans le livre. J'imagine. C'est sûr que c'est une bonne partie de ta vie, puis ça reste un moment que, tu sais, qui rêve d'aller aux Jeux olympiques et faire ses débuts dans le baseball majeur la même année. Ça aussi, il y a peu de gens qui peuvent s'en vanter, disons, mais wow, ça a dû être vraiment spécial. Y a-t-il une anecdote que tu as vécue durant ces Jeux olympiques-là qui t'est restée marquée? C'est pas une question que j'avais, là, mais c'est une question qui vient de me venir directement dans la tête. Là. Y a-t-il quelque chose, une anecdote que tu as vécue, que tu te dis, waouh, ça, c'était un moment que je pensais jamais vivre ou peut-être même loufoque? Écoute, en fait, c'est une expérience qui était négative à l'époque, mais que j'ai transformée en une expérience positive parce que c'est une expérience de vie. OK. Et écoute, puis je te raconte rapidement, là, c'est que je me retrouve aux Jeux olympiques, évidemment. Et le premier match, on joue contre l'Australie et je ne suis pas la formation partante. Ah non. Et là, ben, tu comprends là, que depuis 2, 3 ans, ben, tous tes efforts pratiques, Hmm. parties, tournois sont pour te rendre aux Jeux olympiques. T'es pas Et là. moi, j'apprends 1 heure et demie avant le match, en regardant la feuille de départ, que je ne suis pas dans. Mais là, je comprends pas. Pourquoi c'est ma place, c'est moi. Puis, et là, il y a des joueurs qui mentionnent, ben, tu sais, Marc, parce que j'avais signé, là, on fait une histoire rapidement, là, mais j'avais signé mon contrat professionnel avant de quitter pour les Jeux olympiques OK. avec les Dodgers. Et là, il y a un joueur qui vient me voir et qui me dit, ouais, mais tu sais, Marc, l'équipe canadienne, les Blue Jays sont derrière ça, tu as signé avec les Dodgers. Tu comprends qu'eux autres, tu ne vaux plus grand-chose, entre guillemets, parce qu'ils veulent peut-être mettre sous contrat d'autres joueurs. Bon. Ah, Et moi, c'est je ne chiant. crois pas à ça. Je Mais dis, ça non. n'a pas de bon sens, tu sais, ça n'a pas d'allure. On perd le match. Je ne joue pas. On devait gagner contre l'Australie. On les avait battus à plat de couture durant les matchs préparatoires. On perd le match. On ouvre le vestiaire pour les journalistes après le match. Tu sais, il y a peut-être 15 journalistes, 13 du Québec, 2 anglophones.
moi, j'ai pas joué, puis j'ai 13 journalistes, Kodak, photographes à mon casier. Puis là, La ben, pression. ils me disent, Marc, comment ça, t'as pas joué? Ben, là, j'allais aller demander au coach, puis comment ça, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils voyaient que, écoute, tu sais, je venais juste d'avoir mes 20 ans aux Jeux olympiques. Je les ai fêtés d'ailleurs à Séoul, mes 20 ans. J'ai la caméra d'en face. Et là, la pression monte dans le sens, tu comprendras là, que c'est la première fois de ma vie là, que j'ai des Kodaks là, qui sont collés à moi, les journalistes. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois, je résiste, puis je résiste, puis je résiste, mais finalement, je cède. Et je raconte un peu cette histoire-là. Alors, tout ça pour dire que ça n'a pas bien passé, c'était pas très chic comment ça a sorti dans les journaux. Alors, une première vraie leçon de vie, tu peux pas parler aux médias lorsque c'est très émotif de cette façon-là. Prends 24 heures, reviens, tu comprends? Puis là, j'ai affecté l'équipe. Une espèce d'accusation. Ça paraissait comme une accusation aux Blue Jays, alors que c'était pas ça, mais j'aurais pu me faire échanger aux Blue Jays l'année suivante. Puis là, tu te retrouves. Ça a été assez lourd comme expérience de vie. Là, je vous raconte ça rapidement, là, mais ça a été lourd. Puis, mais j'ai appris de ça et tu comprendras que par la suite, j'ai toujours parlé devant les médias lorsque j'étais joueur, mais de façon très polie, très honnête, mais jamais au niveau émotif de sortir une affaire qui va tout faire basculer. Effectivement, mais c'est justement ce qui fait ta force probablement comme analyste, puis tu interviews des joueurs aussi. J'imagine que tu peux savoir comment que le joueur se sent après un match. Tu n'as pas nécessairement envie de se poser la question en tant que journaliste, mais en même temps, tu n'as comme pas le choix parce que c'est ton travail, mais tu sais comment que lui, il n'a pas envie d'en parler, il est dans son match encore, il est frustrant dedans de lui, puis tu es peut-être capable de poser la question d'une façon qui passe un peu mieux parce que tu l'as vécu dans le fond. Oui, c'est sûr qu'en termes, en tant qu'analyste, il y a une différence entre un journaliste, un commentateur, un analyste, un descripteur. Bon, tu comprends? Tu interviews rarement des joueurs, mais tu es capable. Non, mais je l'ai fait à plusieurs reprises lorsque j'étais à la radio des expos. Je l'ai fait, mais lorsque effectivement, tu fais bien de le mentionner, lorsque j'ai interviewé un joueur, j'essayais toujours d'aller chercher le côté positif, là, parce que tu comprendras que le baseball, t'échoues 7 fois sur 10 puis t'es bon. Fait que dealer avec l'échec, c'était pas facile. Fait que tu comprendras qu'un joueur, lorsqu'il se fait interviewer, tu veux pas taper, en tout cas, moi, là, je tape pas sur le clou, là. Au contraire, c'est quoi tes solutions pour t'en sortir? Comment tu vis ça? Mais pour aller en avant, pas pour tomber encore plus bas. Fait que ça a toujours été un peu ma ligne de pensée lorsque je parle à un athlète professionnel ou n'importe quel athlète dans ce cas-ci. Ben, c'est ce qui fait aussi qu'un journaliste ou un analyste qui interviewe un joueur est capable d'aller chercher la confiance aussi du joueur parce que veut pas, si tu es toujours en train de le piquer pour essayer d'avoir la grosse quote en question directement dans les médias le lendemain, ben, le joueur va peut-être s'en rappeler puis il va peut-être pas te dire tout ce qu'il a besoin de dire la shot d'après aussi. Fait que c'est peut-être ce qui fait en sorte que les journalistes ont une longue carrière. Pour avoir vécu les deux côtés, tu as tout à fait raison. J'en ai eu des journalistes là, lorsque je jouais dans les ligues mineures, par exemple, de petites villes, puis à un moment donné, qui commence à être rough. Tu lis le journal, là, puis tu te fais planter dans le journal. C'est sûr que tu ne l'accueilles pas toujours avec un sourire. Mais là, tu as deux façons de voir les choses. Soit que tu le boudes, ou soit que tu essaies de faire comprendre que c'est pas ça, que c'est pas comme ça, puis tu essaies de négocier, entre guillemets, avec pour finalement qu'ils comprennent ce que c'est. Mais c'est comme athlète, là, puis écoute, j'ai chanceux, j'ai pas vécu l'ère réseaux sociaux dans mon temps. Ouais. Mais comme athlète aujourd'hui, je suis pas certain, moi, que je serais abonné à Twitter ou Instagram ou Facebook, là, tout ce que tu veux. Non. Parce que la critique est tellement rendue facile que puis ça peut démolir un athlète. Pensez pas qu'un gars comme Carey Price ou Mike Trout, là, pour donner des joueurs vedettes, qui parfois peuvent se faire critiquer. Pensez pas que ça les affecte pas, là. Ça les affecte, ces joueurs-là. Puis le côté mental qui est devenu à la mode, on parle beaucoup d'anxiété, tout ça, dans les athlètes. C'est un enjeu. Le gars, tu peux avoir des problèmes, il faut que tu arrives et tu gardes les buts devant 20 000 spectateurs contre les Browns de Boston. Ça se peut que tu aies une journée de schnout chez vous pour toutes sortes de raisons. Là. Fait que, il y a des côtés, des fois, qu'il faut regarder un peu plus loin. Effectivement, parce que oui, les athlètes, surtout dans le baseball majeur, font des salaires astronomiques. On pense à Mike Trout ou Chris Sale avec des 30 millions par saison. Ça reste des humains derrière le 30 millions. T'as bien beau dire, ouais, mais ils sont payés pour jouer, ils sont payés pour exceller. Mais ça arrive que Chris Sale, on l'a vu l'an dernier, c'était peut-être une question de blessure au coude, là, mais ça reste que oui, il n'a pas eu une bonne saison. Il y a eu des
mauvais matchs. Il s'est fait huer par ses partisans à Boston. Pourtant, c'était le Cy Young l'année d'avant. C'était le lanceur par excellence. Fait que, tu sais, c'est de se mettre un peu dans leur peau. On le sait-tu, est-ce que la personne a eu une difficulté dans sa journée, dans sa famille? Est-ce que son père est malade? Tu sais, ça reste un humain. Puis c'est peut-être ça aussi, en tant qu'amateur, il faut apprendre un peu à faire la part des choses pour pas tout le temps non plus tomber sur la quête. Écoute, très bien dit, Antoine. Puis je pense que parfois, il faut juste prendre un petit recul pour composer avec tout ça. C'est sûr qu'encore une fois, la critique est très facile. Tu sais, c'est probablement la chose la plus facile. Puis là, je suis pas en train de dire, ben, tu sais, si t'es un journaliste, il faut que tu critiques. Oui, c'est un peu ta job, mais ça reste quelque chose de très, très facile à faire. Tandis que trouver des solutions, ça, parfois, c'est pas toujours évident. Oui, effectivement. Il y a des journalistes qui sont des fois positifs, qui se font un peu reprocher de l'être, mais il y a des manières aussi de trouver des scoops qui sont positifs aussi, de dire hop, j'ai entendu que tel joueur reviendrait de sa blessure plus rapidement, ben, tu vas aller chercher ce scoop-là en ayant peut-être la confiance du joueur aussi. Fait que c'est peut-être un bout du métier qui part un peu de la confiance, que c'est tellement important aussi dans ce métier-là. Je pense, je le vis pas, là, mais de ce que je vois, de ce que je comprends, ça a l'air très important aussi. Ben, écoute, dans le fond, comme dans la vraie vie tous les jours, là, gagner la confiance des gens, vous savez, même la confiance d'une personne elle-même, ça prend des années, Oui. Mais parfois, ça prend juste quelques minutes pour perdre la confiance ou perdre la confiance d'une personne. Exact. Alors, on vit dans un monde qui n'est pas facile étant donné justement les réseaux sociaux, donc c'est de plus en plus important, je pense, de contrôler cette situation-là. Effectivement. Écoute, je vais faire peut-être chaud du coq à l'âne un peu, là, mais mon but, c'est vraiment de parler de ton parcours en général. Fait qu'on va revenir un peu dans ton parcours des ligues mineures. On va revenir aussi à ta job d'analyste aujourd'hui aussi par après. Mais ton parcours dans les ligues mineures, on entend souvent que c'est difficile. Tu sais, des joueurs comme Philippe Aumont qui ont qui ont décroché pendant 2-3 ans du baseball à cause que c'était tellement difficile de parcourir des villes, des petites villes américaines en autobus. On dit oui, mais c'est un joueur professionnel, mais on s'entend que tu n'as pas le 30 millions non plus dans les ligues mineures et tu n'as pas le steak à tous les soirs puis tu n'as pas l'avion Olysée. C'est très, très différent, mais c'est ce qui fait que des beaux talents, qu'on pense à des Jonathan Malo aussi, des Josué Pelé qui sont revenus au Québec jouer avec les Capitals dans la Ligue Can-Am parce que c'était complètement plus vivable pour eux. Là. Donc, toi, comment tu l'as vécu ton parcours en Californie dans le baseball majeur? Ben, écoute, c'est la jungle, là, on va se le dire. Tu arrives à un camp d'entraînement, il y a 150 joueurs qui portent le même uniforme, et là, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire pour sortir du lot? C'est vraiment la question, parce que puis j'en ai vu tellement d'excellents joueurs, je vais dire des athlètes hors pair, mais qui ont étouffé dans ça. Et des fois, des athlètes, pas nécessairement qui ressortaient du tas en termes physiques ou habileté, mais qui avaient un mental, tu comprends, un peu plus fort puis qui ont réussi à passer. C'est quelque chose. C'est quelque chose parce que lorsque tu joues pour le plaisir, ben, il y a du plaisir. Lorsque tu joues pour ta job, là, ça devient un petit peu plus différent. Fait que là, moi, j'étais un champ-centre. Tu comprendras qu'il y a un champ-centre à Los Angeles, il y a un champ-centre au 3, il y a un champ-centre au 2A, il y a un champ-centre au A fort, au A moyen, au A recul. Bon, là, mettons que tu es dans le A fort, ben là, tu surveilles ce que le champ-centre du 2A fait, puis là, il va très bien, puis toi, tu vas pas bien. Fait que là, tu es en train... Là, tu regardes le gars dans le A moyen, lui, il va bien. Là, il faut que je performe, il faut que je... Fait que là, tu tombes, tu sais, fait que c'est pas facile. Puis là, tu tombes en amour avec les statistiques, mais tu devrais pas. Parce que si tu tombes en amour avec les statistiques, tu t'arranges pour avoir des bonnes statistiques, mais c'est pas toujours... Ben, c'est parce que il y a une différence entre se développer ou développer un élan pour éventuellement frapper une balle rapide tombante à 95 000 à l'heure ou de frapper des petits coups sûrs à gauche, à droite et maintenir une moyenne de 300 au niveau A. Tu comprends la nuance? Là, je parle de joueur de position, lanceur, il y a un peu de différence. Ouais. Mais, fait que c'est pas facile. Il y a toujours, il y a des embûches. Mentalement, c'est extrêmement difficile. Donc, mais ça forme le caractère, je peux te dire ça. Puis tu essaies, puis tu fonces. Puis s'il y a quelqu'un qui a confiance en toi dans l'organisation, ben là, je réalise. Puis les joueurs canadiens à mon époque, ben on prenait un visa de travail de plus. Parce qu'à l'époque, les organisations avaient un nombre de visas limité. Fait que là, au lieu de prendre 25 joueurs dominicains qui ont des mains incroyables, ben là, il fallait qu'ils en prennent 24 parce qu'il y avait un Canadien qui était pas pire. Ah, exact. Là, tu réalisais que le Canadien, pour qu'il reste là pendant 3-4 ans, il fallait qu'il soit bon parce qu'il y en a un autre petit joueur dominicain qui va être repêché, puis qui va s'en venir. Puis fait que, tu sais, c'est tout ça qui rentrait. Fait que des joueurs comme Dominique Terrien, il y en a eu des... Écoute, le Québec, selon moi, on est chanceux. On a sorti une pépinière de bons jeunes joueurs.
qui ont réussi à percer dans le baseball professionnel mineur. Mais il y a des embûches additionnelles, puis c'est pas facile. Moi, ce que j'admire de Malo ou Pellic, comme mentionné, ou que ce soit des Jonathan Jones, les gars reviennent, ils redonnent. Ils redonnent. Les gars sont devenus entraîneurs. Puis, tu sais, pas parce que tu as joué pro que tu es nécessairement un bon enseignant, mais si tu l'es, c'est un plus énorme. Puis, je pense que ça, c'est extraordinaire que les gars nous en donnent pas mal. Tu fais très bien de le mentionner, Marc. Tu sais, moi, mon idole de jeunesse, c'est parce que j'ai 27 ans aujourd'hui, puis je suis de la génération de Game Over Éric Gagné, on voit son chandail juste en arrière de moi. Ça a été pour moi le déclic qui a fait que j'ai commencé à lancer et devenir releveur. Je me suis même acheté des lunettes juste pour y ressembler, puis j'espérais avoir une barbichette à 8 ans. Là, je voulais être Game Over, là, puis le 38, c'était mon numéro. Là. Mais tout ça pour dire que ce que j'admire le plus, c'est qu'on connaît tout son parcours, de ce qu'il a vécu aussi. Oui, il a connu la gloire, mais il a connu aussi la descente aux enfers. Et c'est des choix de vie qu'il a pris. Il les assume, il ne l'a jamais caché. Mais justement, comme tu l'as dit, il a redonné à la communauté. Il est revenu s'installer au Québec avec les Capitales par la suite. Puis par la suite, un petit peu un court passage avec les Aigles de Trois-Rivières. Mais il a quand même redonné en enseignant aux jeunes, en donnant aux autres Québécois qui étaient présents aussi une chance de voir c'est quoi un joueur du baseball majeur de proche, parce qu'il est encore de ce calibre-là. Puis je pense que c'est tout à son honneur, puis de tous les autres Québécois aussi qui font ce parcours-là. Oui. Bien, puis écoute, on ouvre la parenthèse rapidement sur Éric Gagné. 84 sauvetages de suite. Puis je veux dire, on pourrait débattre sur les stéroïdes, pas stéroïdes, hormones de croissance. Ils avaient tous cette année-là. Je veux dire, moi, en tout cas, ce qu'Éric Gagné a fait, pour moi, c'est phénoménal. C'est vraiment phénoménal. Puis oui, c'est difficile, là. Tu l'as dit, il assume exactement ce qu'il a fait, mais ça reste pour moi ce qu'il a réussi à faire, la domination qu'il avait. C'est pas juste dû à avoir pris une coupe d'hormones de croissance compte tenu évidemment des blessures. Puis je suis pas en train de défendre les choix d'Éric, ils les assument totalement, mais moi, comme amateur de baseball qui suivait évidemment le baseball de près à l'époque, ce qu'Éric Gagné a réussi à faire, c'est selon moi tout à fait exceptionnel. On va fermer la parenthèse là-dessus. Oui, on n'en parlera pas trop longtemps. C'est sûr que ça l'intéresse toutefois un excellent livre écrit par Martin. Tout à fait. Martin Leclerc. Martin Leclerc, j'avais Martin, oui. La pointe, c'est pas le même Martin. Mais Martin Leclerc, exactement. Game Over, ceux que ça a le temps de lire ça. Excellent. Excellent. C'est vraiment Éric qui raconte son histoire dans tous les moindres détails. On en apprend des bonnes, certains bouts qui sont frustrants, je dirais, là, de savoir que c'était pas le seul dans le vestiaire à avoir ce problème-là. Puis ça n'a pas parti de rien non plus. Puis c'était peut-être banalisé un peu à l'époque aussi, là, de dire que c'était un genre de traitement aussi qui pouvait améliorer, recouvrir plus rapidement d'une blessure. Donc, c'est sûr que c'est je ne suis pas en train de banaliser ce qu'il a fait. Je pense que lui-même les assume. Mais tout ça pour dire que moi, j'y ai pardonné. ça reste mon idole toujours. Puis comme tu l'as dit, il faut retenir les faits saillants de sa carrière. C'est 84 sauvetages consécutifs, une cinquantaine dans la même saison, Cy Young en 2003. C'est quelque chose pour un Québécois qui, quand même bien qu'il avait une pilule ou quoi dans le corps, ben il était capable de la mettre. Il avait un mental béton quand il affrontait des Barry Bonds, des gros frappeurs. Fait que, c'est important, je voulais juste faire une petite parenthèse sur Éric Gagné. Il le mérite. Absolument, absolument, il le mérite. Revenons sur toi maintenant. Écoute, moi, on a parlé un peu, tu me parlais de ton expérience, ce que tu as vécu dans les mineurs. Je sais que ton fils, présentement, joue pour l'ABC, je pense, dans le programme de l'ABC d'ailleurs, ça se peut-tu? Non, il est présentement, moi j'ai 3 garçons, là, c'est mon plus vieux en fait, qui est là présentement, il est dans une académie en Alberta. OK. Puis, écoute, ça va super bien. Puis le programme de l'ABC aussi, en passant, là, va super bien. Puis ce qui est extraordinaire présentement, c'est qu'on a une soixantaine de Québécois. Là, évidemment, vous comprenez qu'avec la pandémie, là, tout est fermé, mais enlever la pandémie, avant la pandémie, on avait une soixantaine de Québécois dans les différents collèges, universités américains. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On a jamais du talent. vécu ça au Québec. Là, ce qui est le fun, là, ce qui est le fun avec ça, Antoine, c'est que, tu sais, à mon époque, il faut vraiment parler de mon époque, c'est que il y avait les meilleurs joueurs de baseball étaient souvent des bons joueurs de hockey. Alors, évidemment, tout le monde choisissait le hockey. Bon, tu avais une potentiel, tu avais la Ligue collégiale 3 à l'époque, tu avais évidemment la Ligue junior majeure du Québec, puis on ne choisissait pas le baseball. Mais il y avait plus pas de parce qu'il n'y avait pas de talent. Ben oui, c'est ça. On voulait percer au hockey. Mais là, aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que
de très bons athlètes choisissent le baseball. Et ça, ben, on le remarque, on le voit. Il y a des très, très bons athlètes, des gars extrêmement, avec des fibres rapides, des gars très forts. On a le jeune Masson là, qui a signé avec les Blue Jays. Jean-Christophe, qui est un grand rapide. Tu vois que c'est un gars qui physiquement est très, très fort. Donc, alors, on a de très bons athlètes. Benjamin Pelletier avec les Phillies de Philadelphie, c'est un gars de 6 et 4. Antoine Jean avec les Twins. Antoine Jean qui lance comme un vétéran en ce moment. Donc, alors, c'est le fun de voir des Québécois qui choisissent donc le baseball et qui s'en vont connaître du succès. Ce succès-là, qu'est-ce qui arrive? Ça engendre d'autres succès. Parce que là, ceux qui ont vu, justement, tu parles d'Antoine Jean, bien, évidemment, l'université là-bas va commencer à regarder, écoute, c'est Antoine Jean, il va en avoir un autre. Exact. Alors, tu comprends, il y a un effet d'enchaînement qui fait que ça va profiter à la prochaine. Ben oui, c'est exactement ça. Puis, moi, je suis content, puis je reviens un peu à mon histoire, mais moi, c'est Claude Pelletier qui était même pas dépisteur des Dodgers qui m'a découvert ici. Qui, lui, a même appelé un dépisteur des Dodgers, qui était à l'époque Dick Teed. Et lorsqu'on m'a finalement mis sous contrat, on a offert à Claude Pelletier de devenir dépisteur. C'est pour ça qu'il y a eu des talents qui ont été répertoriés avec les Dodgers, dont Éric Gagné aussi par la suite. Éric Gagné a été découvert, entre guillemets, là, par Claude Pelletier. Puis, donc, tu vois qu'il y a déjà un effet d'enchaînement. C'est toi. Mais écoute, c'est à partir de moi. Moi, c'est à partir de quelqu'un d'autre. Denis Boucher avait signé un an avant moi. Hein, puis bon, tu comprends? Fait que, on fait partie de la chaîne, mais ce qui est le fun, imaginez ce que Russell Martin a réussi à accomplir aussi. Oui, ben oui. À traîner du monde. Puis, moi, ce que je trouve remarquable de Russell, c'est que c'est un joueur de position. J'enlève rien là, au lanceur. Au contraire, c'est extrêmement difficile de faire carrière comme lanceur. Mais là, en plus. Enfin un joueur de position du Québec qui atteignait le baseball majeur de façon régulière comme ça, ben, tu comprends que ça l'a certes aidé plusieurs à se motiver à vouloir atteindre ce même but-là. T'es-tu d'accord avec moi? Tu parles de Russell, j'ai pas le choix, il faut que j'en parle aussi, là, mais t'es-tu d'accord de dire que c'est probablement le Québécois avec la plus grande carrière dans l'histoire du Québec au niveau baseball majeur? Parce que c'est fou ce qu'il a accompli. La durée aussi de sa carrière à Russell Martin, c'est incroyable. Oui, ben écoute, c'est sûr que faut le considérer. Moi, je pense encore, malgré tout, qu'il faut considérer Claude Raymond, qui a passé plus de 10 ans en baseball majeur, a fait un match des étoiles aussi en 66, puis qui a un peu ouvert la porte à toutes nous autres. Mais Russell, wow, je veux dire... Le succès qu'il a eu ici. Et moi, ce que j'aime de Russell Martin, qui n'était pas un receveur lorsqu'il était au collège, il est devenu un receveur plus tard. Exactement. Et qui est devenu un des meilleurs receveurs. Puis moi, la statistique que j'aime de Russell Martin, c'est que tu regardes partout où il est passé. Bon, il a commencé avec les Dodgers, les Pirates, les Yankees, les Blue Jays, il a retourné avec les Dodgers. Wow. Tu regardes les moyennes de points mérités du staff de lanceurs au complet. Là. C'est fou. Puis à chaque fois que tu vois qu'il était là après un an, il y avait une amélioration. Puis je ne dis pas que c'est à cause de lui, mais la synergie qu'un receveur crée avec son lanceur est tellement importante. Puis parler à n'importe quel lanceur qui ont lancé à Russell Martin aujourd'hui, ils vont me dire, moi, j'ai adoré lancer à Russell, il me comprenait. Fait que, tu sais, ça, c'est c'est pas des statistiques que tu vas voir là, non, facilement sur une feuille. Ça s'écrit pas. Mais c'est pour ça que moi, je pense que Russell Martin, ce qu'il a accompli, c'est beaucoup plus que les statistiques que vous voyez là. C'est fou. C'est vraiment exceptionnel. Belle carrière. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est terminé pour Russell Martin? Avec la pandémie, il n'y avait pas On en parlait tantôt. Ça fait partie de ces joueurs-là, probablement. C'est de valeur. Ça dépend si peut-être ça revient cet été. Il y a peut-être une chance. Moi, je le verrais. En fait, même avant la pandémie, j'aurais vu un style de contrat, pas d'essai, là, mais un peu à la Justin Williams avec les Hurricanes à Caroline, en fin de saison arrivé, qui n'aura pas joué de la saison parce qu'on connaît que tout ce que ça peut hypothéquer sur un corps étant receveur, en fait, là, les genoux, le dos, tout ça, à long terme, ça finit par être difficile, surtout à l'âge qui est rendu. Mais je me dis, en fin peut-être de saison d'une équipe compétitive, d'avoir un gars qui a du vécu comme ça, du leadership, qui est capable de bien diriger ses lanceurs, peut-être pour les 20 derniers matchs de la saison, après la date limite des transactions, il aurait pu être un très bon fit. Ben, écoute, moi, je te dirais que Russell a eu beaucoup d'offres. Il n'avait pas signé encore, mais il avait eu des offres. C'était pas celle qu'il voulait. C'est-à-dire, il faut faire attention, hein, parce que, un, oui, probablement ce que tu dis, mais deux, là, tu sais, juste vous donner un exemple où ça peut aller un peu plus loin, c'est que là, tu ne veux pas que Russell, par exemple,
signe un contrat avec, vous comprendrez, un salaire beaucoup moindre que ce qu'il faisait, là, avec son dernier contrat qu'il avait signé avec les Jays. Mais là, qui se retrouve dans une équipe où, justement, le receveur est un jeune receveur, mais qu'on n'est pas sûr. Puis là, que Russell, finalement, va se taper 115 games Pourra pas t'offrir. à, mettons, puis là, on parle langage baseball. Là. Je parle pas, là, c'est beaucoup d'argent, 1 million de dollars par année, mais si on dans le contexte où il en a fait 20 par année, puis là, il tombe à 1 million, vous comprendrez qu'il y a une baisse de salaire. Puis là, il va se retrouver à être le receveur, puis à se taper oui, tu peux mettre des bonnies dans ton contrat, mais tu sais, lui, il voulait s'assurer d'avoir un contrat en bonne et due forme qui va vraiment refléter le travail qu'elle allait faire avec l'équipe et tout ça. Alors, il n'avait pas encore trouvé officiellement. Il attendait que le camp d'entraînement avance un peu parce que moi, je le comprends aussi. À l'âge qui est rendu, ça ne te tente pas de te taper 6-7 semaines de camp d'entraînement. Non. Mais bon, fait que, il y a toutes sortes de choses dans des négociations de contrat qu'il faut juste aller un petit peu plus loin pour comprendre. Mais là, dans le contexte où, évidemment, il n'y aura peut-être pas de saison, ou s'il y a une saison, ben ça va être difficile. Puis Russell qui vient d'avoir un deuxième enfant, donc il y a 2 jeunes enfants. Tu sais, est-ce qu'à un moment donné, il va se dire assez, c'est assez, ou parce qu'il s'était maintenu en grande forme physique pour le début de la saison. Il reste à voir. Reste à voir, mais ça n'enlève rien, évidemment, à une brillante carrière. Puis je le vois continuer aussi, peut-être dans le coaching staff. Je le verrais bien dans ce processus-là. Il y a tellement de contacts, il y a tellement de gens qui l'ont apprécié. C'est un gars qui a fait l'unanimité partout ce qui a été dans sa carrière. Il n'y a pas personne, je pense, qui peut parler en mal de Russell Martin. Puis il faut être fier de ce talent-là qu'on a 100% québécois aujourd'hui dans le baseball majeur, encore à l'heure actuelle, espérons-le. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Écoute, on va revenir encore à toi. Je sors du coq à l'âne, effectivement, très souvent. Écoute, on parlait justement des talents qu'on a actuellement dans le baseball mineur. Tu penses, de ton côté, j'imagine que tu penses que le baseball québécois est en bonne santé actuellement, j'imagine. Comment tu vois l'avenir du baseball au Québec? Est-ce que tu vois qu'on va développer peut-être encore des lanceurs dominants? Est-ce qu'on s'en va plus vers des joueurs de position? Comment tu vois l'avenir du baseball québécois? Ben, écoute, on vient de parler du talent. Et clairement, il y a du talent au Québec. Moi, je pense que là, ce qu'il faut améliorer, ce sont les installations. Ouais, on a, par exemple, à Québec, le fameux dôme que Michel Laplante a implanté au Stade. Excellente idée, ça. Ouais. Donc, on voit que le sport-études à Québec a pris de l'ampleur, a pris de la confiance parce qu'on a des installations. Tu sais, c'est pas tout, évidemment, d'avoir des installations, mais une bonne partie. Ça reste que là, on commence, même aux États-Unis, même au nord des États-Unis, il y a des installations qui sont vraiment, vraiment, vraiment sharp. Parce que la qualité d'entraîneur, la qualité des joueurs, des athlètes ici, ça ne fait aucun doute. Mais là, je pense qu'on est rendu à ce qu'il faudrait avoir des installations un petit peu plus, surtout dans la grande région de Montréal, je vous dirais, là, un petit peu plus à la fine pointe peut-être de où on est rendu. Ça fait l'ABC, ça fait quoi? 30 ans que l'ABC existe, là? Exact. On serait peut-être temps de doter l'ABC bon. Là, il y a le potentiel retour des expos. Là, évidemment, le dossier, vous comprendrez, est complètement mort avec la pandémie, mais... C'est ma prochaine question en passant. Non, mais tu comprends, il pourrait peut-être, si jamais ça fonctionne, justement, régler tous les problèmes en même temps, puis doter, justement, la grande région de Montréal d'installations qui permettraient à une organisation comme l'ABC d'être encore meilleure, tu comprends ce que je veux dire? Alors, tout à fait. Mais la réputation est là, la qualité est là, donc je pense qu'il y a des choses à faire, puis ça va se poursuivre, parce que le baseball offre, c'est pas juste des carrières dans le baseball professionnel, ça offre des scholarships, donc aux États-Unis, les gars peuvent aller faire, vivre des expériences tout à fait extraordinaires, premièrement dans le baseball, vivre une éducation, devenir des hommes, puis après ça, ben si ça marche pas au baseball, ben ce que tu as vécu fait en sorte de toi une meilleure personne. Ça, c'est vraiment bien dit parce que c'est ce que les gens oublient souvent du sport, c'est que c'est vraiment, ça forme des hommes carrément. C'est que c'est des jeunes qui s'en vont dans un programme universitaire américain, qui apprennent l'anglais, vivent une autre culture, ils deviennent plus autonomes. Tu sais, souvent, les parents, c'est un peu comme avec le junior majeur qu'on vit au Québec, là, les jeunes sont portés à l'étranger, sont pas dans leur famille. Ça forme vraiment une jeunesse. Ah ouais. Ça développe des êtres humains incroyables. Puis c'est vraiment la beauté du sport, c'est vraiment ça, selon moi. C'est tout le côté humain derrière ça qu'on oublie souvent. Puis je souhaite à plusieurs jeunes joueurs de s'inspirer de parcours comme tous les jeunes qu'on vient de nommer dans le baseball affilié.
Retour des expos, t'en penses quoi? Est-ce que c'est quelque chose de réalisable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va revivre? Est-ce que je vais pouvoir aller porter mon chandail bientôt au stade et voir Vladimir Junior dans l'uniforme des expos? Écoute, tu sais, c'est sûr que, tu sais, pour avoir quand même jasé à quelques reprises avec Stephen Bronfman avant la pandémie, tu sais, moi, j'étais confiant. On voit que c'est des hommes derrière, tu sais, puis je pense à Mitch Garber ou tous ceux qui sont derrière le projet, là, que ce soit Eric Boyko. Les hommes d'affaires qui sont derrière, tu sais, sont là pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est un projet, c'est pas un projet d'une vie, là, de faire revivre le baseball, de créer quelque chose d'extraordinaire. Puis, j'étais très confiant. Je le suis encore. Évidemment, on va voir comment la reprise économique va se dérouler, mais le projet, là, il y a beaucoup de sceptiques, là, ce fameux projet Raise, Expo, demi-saison. Bon, je le comprends, c'est pas parfait. Mais là, je vous dirais que ce projet-là prend beaucoup plus d'ampleur, compte tenu, évidemment, des effets économiques que ça pourrait avoir. Et là, avec la pandémie, les problèmes... Parce que, tu sais, les propriétaires du baseball majeur, là, je vais juste parler de baseball, je ne parlerai pas des autres sports parce que je les connais moins, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, la business du baseball, ils ne perdent pas d'argent. Le problème, c'est que c'est des hommes d'affaires, vous comprendrez, qui ont d'autres business, qui, eux, perdent de l'argent. Donc, qui pourraient affecter la business de leur sport. Alors, quelles sont les solutions derrière ça? Est-ce que, vous savez, la pandémie fait en sorte que, semble-t-il, on va changer bien des habitudes après? Est-ce que maintenant, les habitudes vont justement faire en sorte que le sport, un projet comme Montréal et Tampa va naître et que ça va faire ça qu'il y a des villes qui jamais n'auraient pensé avoir une franchise ou quelques matchs du baseball majeur peuvent maintenant y songer. Ou est-ce que des villes plus fragiles comme les deux villes de la Floride ou que ce soit, je ne sais pas, des marchés comme Kansas City, ben, qu'on ait ça. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est des projets, lorsque tout la vie va reprendre, qu'on va entendre parler un petit peu plus, puis qu'on va essayer d'aller un petit peu plus en détail pour comprendre si vraiment ça peut fonctionner. Mais avant la pandémie, avoir l'enthousiasme d'un Stephen Bronfman et son équipe, c'est sûr que moi, ça me donnait confiance. Mais c'est pas mon porte-monnaie, c'est pas mon argent, c'est pas mes défis. Mais je vous dirais que pour être près quand même du dossier, j'avais bonne confiance que ce projet-là allait un jour venir à terme. Je n'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce que ça passe par un stade extérieur, toit ouvert, rétractable ou on commence ça dans le bon vieux stade? Bien, premièrement, le baseball majeur n'octroiera jamais une franchise, que ce soit une demi-saison ou une saison, sans l'accord possible d'un nouveau stade. Donc, le stade olympique peut servir, mais il faut qu'une première pelletée soit déjà faite de l'autre côté. Puis là, tu peux jouer pendant un an et demi, pendant la construction de l'autre. Mais jamais le baseball, puis là, ils ont appris de leurs erreurs avec les expos, justement, de 68-69, puis le fameux stade olympique par la suite. C'est qu'on n'octroiera pas la franchise s'il n'y a pas en se disant, ben peut-être que vous allez avoir une entente pour un nouveau stade. Alors, effectivement. Mais le fameux bon vieux stade olympique pourrait quand même nous aider parce qu'il est là. Il y a le potentiel de jouer un an et demi là sans problème. Et ça pourrait évidemment aider les expos à justement faire en sorte qu'ils puissent revivre. Mais pour revenir à ta deuxième partie de la question, c'est sûr que si on veut s'attendre à éventuellement avoir une équipe à temps partiel et peut-être éventuellement à temps plein, la technologie d'aujourd'hui nous permet d'avoir un toit, de s'assurer de jouer. Puis pour être du côté de la télévision, il n'y a rien de plus frustrant que des matchs annulés à cause de la pluie ou retardés à cause de la pluie ou, évidemment, des séries. Rappelez-vous les séries, ceux qui ont vu les séries de 81, là, où il faisait froid, puis c'était pas facile. Rick Monday. Ben oui. Alors, tout ça pour dire que oui, logiquement, un stade avec une forme de toit quelconque serait bien, mais évidemment, encore une fois, c'est pas moi qui ai le portefeuille puis qui dit, écoute, parce qu'on sait qu'un toit va coûter X millions de plus. Bon. Moi, là, je suis rendu à me dire, si on a un stade, un beau petit stade, au centre-ville, ben, on va être déjà pas mal avancé dans le dossier. Puis là, si c'est une question de toi ou pas toi, on aura déjà la franchise, puis ça sera la bonne nouvelle. Ben écoute, c'est vraiment bien dit. On se croise sincèrement les doigts que les expos vont pouvoir revenir bientôt. Malgré la pandémie, est-ce que ça va être version partagée? Est-ce que ça va être une équipe complète? C'est sûr qu'on excusez-moi. C'est sûr qu'on passe beaucoup plus actuellement à une équipe à garde partagée. Ça va être peut-être plus simple également.
ceux qui disent, je veux donner mon opinion vite là-dessus, là, mais ceux qui disent on peut pas avoir une équipe à garde partagée parce que les partisans voudront pas s'attacher à une équipe qui est dans deux villes différentes. Ben moi, j'y crois personnellement parce qu'on va avoir une équipe tout court. De un, on n'en a plus. Ça, c'est déjà un avantage. De deux, on va avoir une équipe qui va être probablement dans une division très forte comme les Yankees, les Blue Jays, les Red Sox. Ça va faire des séries très intéressantes à regarder. Et de trois, ça va nous donner quand même la moitié des matchs à domicile, ce qui va en donner à peu près une quarantaine au total. Logiquement, s'il y a 160 matchs, on divise ça en deux. Ça va donner à peu près un total de 40 matchs à domicile. C'est pas mal la même chose que le Canadien dans une année. Fait que si on est capable de remplir le Centre Bell, un beau stade à 35 000 places, je pense qu'on peut avoir un bon 20 000 pendant 40 matchs minimum. Donc, c'est quelque chose qui est très faisable et qui va être très rentable facilement pour un stade, je suis convaincu. Mais je sais que le sport, c'est très émotif. Les gens s'accrochent à être des partisans. Puis je comprends ceux qui disent que moi, j'encouragerais pas une équipe qui va être ici à moitié. J'accepte ça, je comprends ça, je respecte ça. Par contre, comme amateur de baseball en premier, là, oui, je travaille là-dedans, mais je suis un amateur en premier. C'est sûr. Pas de la voir, puis en voir en direct avec la vue au centre-ville pendant 40 ou 41 matchs. Incroyable. Ben, tu sais, pour moi, l'équation est quand même relativement simple à faire. J'aimerais mieux amener mes gars voir un match des Expos contre des Yankees au stade au centre-ville, 3, 4, 5. Tu sais, puis l'objectif, éventuellement, là, c'est, oui, d'avoir une base de billets de saison, mais tu sais, si la population là, sportive, là, je ne parle pas de la population générale, mais sportive, se dit on va aller une ou deux fois par année aux Expos, on va attirer 3 millions de spectateurs. Là. Ça va être facile. Fait que je pense qu'il y aura des choix à faire, mais c'est un dossier qui va refaire surface lorsque la pandémie sera terminée, parce qu'il y a tellement de travail qui a été fait là, dans les dernières semaines avant la pandémie. Espérons que ça ne soit pas gâché. Exact. Écoute, je ne vais pas prendre trop de ton temps non plus. Je termine ça avec deux petites questions en rafale. Une de baseball et une autre un peu du champ droit. J'ai fait un spécial baseball cette semaine. Tu es le 4e invité sur 5 et non le moindre. Et puis, à chacun des invités un peu, ils ont tous des parcours inspirants, surtout le tien. Vraiment, c'est incroyable. C'est quoi tu donnerais comme conseil à un jeune qui rêve de un jour peut-être graver les échelons du baseball majeur ou simplement qui a un rêve? Parce qu'on parlait que ton but, c'était d'inspirer les jeunes et ça, peu importe le domaine. C'est quoi tu donnerais comme conseil à un jeune qui veut réaliser son rêve? Bien, en fait, il n'y a pas de barrière. Moi, j'étais chanceux parce que quand j'ai dit à mes parents, ben moi, c'est du baseball que je veux faire. On revenait dans le contexte où le dernier avait été Claude Raymond 25 ans avant. Là. Fait que, tu comprends qu'il n'y en avait pas d'issue. Hein? Mais on ne m'a pas mis les bâtons dans les roues. Fait que j'étais chanceux. Si on vous met les bâtons dans les roues pour toutes sortes de raisons, arrêtez-vous pas. Les rêves les plus fous, tu regardes ceux qui vont aux Jeux olympiques, ceux qui atteignent le baseball majeur ou la Ligue nationale de hockey ou la MLS ou qui deviennent PDG d'une entreprise, peu importe. À quelque part, ils ont tous eu 7, 8, 9, 10, 12 ans, puis se dire, mais à quelque part, je pense qu'ils différencient ces gens-là, c'est qu'ils avaient un rêve, puis ils se sont accrochés à ça. Et moi, je veux dire, accrochez-vous à ça, puis c'est sûr que ça ne vient pas tout seul. Ça prend des efforts derrière. Mais si l'objectif est de se rendre à un endroit, vas-y. Sais-tu quoi? Si tu ne l'atteins pas, mais tu as fait tous les efforts pour l'atteindre, tu vas être fier de toi. Le problème, là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se couchent le soir et qui se disent si j'avais fait un peu plus d'efforts, si j'avais fait ci, si j'avais fait ça. Fais pas cette erreur-là dans ta vie. Vas-y à fond. Il va au bout de ce que chacun peut aller. Oh, c'est tellement inspirant. Je pense que ça, là, ça va... Parce que honnêtement, là, même moi, là, quand je me suis retrouvé dans ma première présence dans le baseball majeur, c'était contre les Expos, dans un match préparatoire, mais quand même, un match là, où je me retrouve aux côtés de Tim Raines. Ben, moi, les émotions sont venues me chercher. Moi, j'étais encore le petit gars de 7-8 ans et qui le regardait à la télé, qui volait des buts, puis là, je me retrouve sur le même terrain que lui. Ben, écoute, j'ai demandé un temps d'arrêt parce que j'étais trop pris. J'ai fait semblant que mon lacet était détaché, puis, tu sais, juste pour reprendre un peu mes esprits. Puis là, je me dis, crème, je suis rendu, je l'ai fait, je suis là, je suis le même terrain que Carter Raines. Non, tu sais, fait que, regarde, c'est ça. Vas-y, puis il n'y en a pas de barrière, on fonce, puis on va juste être fiers du résultat, même si c'est pas le résultat qu'on souhaitait.
C'est tellement bien dit, sincèrement, là, c'est très inspirant de la façon que tu le racontes. C'est exactement ça, en fait, pourquoi je voulais te recevoir. J'essaie de lancer un message à tous les jeunes qui me suivent présentement, que par rapport à mes conférences, ceux qui ont continué de me suivre, qui veulent avoir des nouvelles ou quoi que ce soit, puis qui écoutent le podcast. Je vous remercie d'être à l'écoute et de pouvoir voir un parcours inspirant comme celui de Marc. Je pense que ça va inspirer beaucoup de gens. Mais pas juste des jeunes, parce que comme je disais, je pense que les plus vieux aussi, n'importe qui a droit de rêver, de se donner un objectif et de ne pas se coucher le soir avec un regret. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir du message de Marc, de ne pas se coucher avec si j'avais fait, si Ah, j'avais ouais, pu ouais. faire cela. Terrible. C'est la pire chose, vivre avec des regrets. Il ne faut pas en avoir. Je ne vais pas remettre ça sur moi, là, mais mon parcours est un peu différent de celui de Marc. Mais moi, mon rêve, je l'ai réalisé quand, il y a 3 ans, pas celui qu'il y a eu l'année passée, en fait, il y a 2 ans, ouais. Le deuxième match des Blue Jays qu'il y avait eu au Stade olympique contre les Cardinals de Saint-Louis, c'est là que j'avais été affecté par Baseball Québec pour couvrir mon premier match de baseball majeur en tant que photographe. Puis de mettre les pieds sur le terrain du Stade olympique, je ne le réalisais pas en m'en venant au stade. C'est quand j'ai franchi le salon Gary Carter, qui est situé en fait Ouais, sous les estrades, ouais. et qu'il y a comme un tunnel qui est la version du paradis selon moi. Là, tu vois la lumière au bout du tunnel. Et là, tu vois le fameux stade de proche d'un angle que je ne l'avais jamais vu à part des estrades. Et là, la chair de poule m'a pogné. Je suis arrivé sur le terrain et la première personne que j'ai vue, c'est toi, Marc. Et tu me dis salut, ça va? Tu me serrais la main. On se connaissait même pas, on ne s'avait jamais vu. C'est là que j'ai vu le genre de personne que tu étais parce que moi, je te suivais à la télévision. Puis je comprenais pas. Pourquoi il vient me voir? Pourquoi il me serre la main? Je suis qui? Moi, là, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a comme enlevé une pression. C'est niaiseux. C'est un petit détail. Quand on parle de personnalité publique, puis faites-vous-en pas, il ne m'a pas payé pour que je dise ça, il ne savait même pas. Puis, c'est quand on parle d'une personnalité publique qui peut faire la différence. Ben, le geste que Marc a fait à ce moment-là, pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que ça a enlevé toute la pression que j'avais. J'ai dit, garde, je suis au même niveau qu'eux en ce moment. Là. Lui est Exact. analyste, moi je suis photographe. Le joueur qui était à côté de moi, il y avait Yadier Molina des Cardinals qui était à côté de moi avec Russell Martin qui jasait. Moi, je regardais ça, je me disais, OK, je suis vraiment en train d'assister à ce moment-là. Les gens sont dans les estrades. Et là, mon père est descendu des estrades pour aller me voir dans le backstop en question où il y a le filet Ouais. protecteur. Puis de voir son regard, quand je l'ai vu, je me suis dit, je rêvais d'être joueur comme toi, comme plein d'autres joueurs. Je rêvais d'être sur le stade olympique, joueur. Et quand en 2004, les expos sont partis, j'ai dit, oublie ça, mon rêve est terminé. Je ne pourrai jamais l'atteindre. Je ne l'ai pas atteint en tant que joueur, mais je l'ai atteint en tant que photographe. C'est de se coucher le soir et de dire, j'ai réussi, je l'ai atteint mon rêve, je l'ai atteint mon objectif. Tu ne veux pas arrêter là, tu veux toujours aller plus loin, tu veux toujours Exact. franchir une autre étape. Puis je suis convaincu que toi aussi, Marc, tu en as encore des objectifs, tu en as encore des rêves à réaliser. Puis ça ne va pas s'arrêter là, j'en suis convaincu. Ben, en tout cas, j'adore ton histoire. Je trouve ça fascinant. Puis tu as raison de le dire parce que d'atteindre le baseball majeur, c'est pas toujours comme joueur. Et puis tu fais bien. Écoute, c'est beau. Je t'écoutais là, puis il y avait plein de flashs qui me passaient dans la tête. Alors bravo, Merci. bravo à toi, Antoine. Ben écoute, ça fait plaisir. Puis j'espère pouvoir avoir la chance de retourner un jour dans un événement sportif, idéalement au Stade olympique. C'est frustrant parce que j'ai été attitré pour les Yankees encore cette année. Puis Ah, je rêvais de tout l'automne, depuis le mois de septembre, j'ai été accrédité. Puis de l'automne, l'hiver, je me couchais le soir, puis je m'imaginais assis parce qu'on est sur le banc à côté des joueurs au Stade olympique, dans le fond ouais. du banc des joueurs, en tant que photographe. Puis là, tu partages des émotions avec eux, tes voix, ils crachent des graines de tournesol à tes pieds. L'année passée, Jesus Aguilar m'avait offert une chic de tabac. Je chic pas, mais j'ai quasiment eu envie. Fait que, c'est de vivre ces moments-là, Super. là, je m'imaginais avec Aaron Judge, Giancarlo Stanton, des voix de proches collés sur toi, de dire hey, je suis présentement payé pour prendre des photos. C'est incroyable. Je le souhaite à tout Juste, le monde. juste te dire que si tu es à côté d'Aaron Judge et Giancarlo On me verra Stanton, plus. on se sent pas très gros. Ouais, je sais, j'ai vécu quelques joueurs qui sont assez imposants, puis de se prendre en photo, même des fois, j'ai eu un petit réflexe de prendre un selfie avec certains joueurs pour un petit souvenir. Il y en a que tu penses qu'ils sont pas aussi grands que ça, mais c'est assez impressionnant. Des Josh Hader avec les Ouais. Brewers, c'est 6 pieds 6 pouces. C'est impressionnant. C'est des athlètes. C'est ceux qui pensent que les joueurs de baseball, c'est pas des athlètes.
venez simplement arriver plus tôt au stade olympique pour aller voir un BP qu'on appelle un batting practice, je pense, en le bon terme. Un exercice au bâton, exercice au effectivement. bâton, excuse-moi, j'ai oublié le terme. Mais oui, c'est ça. Allez juste voir l'exercice au bâton, surtout si les Yankees sont en ville. Puis regardez Aaron Judge, puis dites-moi que c'est pas ça un athlète. C'est incroyable. C'est des bombes à 520 pieds du marbre. Puis ça force pas. Voir ça en personne, c'est impressionnant. Fait que je voulais simplement le mentionner. En terminant, je veux te remercier énormément, Marc, d'avoir pris cette générosité de ton temps-là pour être avec nous aujourd'hui, de partager ton vécu, de partager tous tes conseils, l'inspiration. Merci énormément. Et puis, j'invite les gens, ceux qui veulent se procurer ton livre, Griffin 26, dans tous les bons libraires de ce monde. Et puis, rappelle la maison d'édition qu'on peut se le procurer. Oui, bien c'est ça, c'est la maison d'édition de Mortagne. Alors, c'est très facile. On va sur le site, on va dans la section biographie, puis on peut commander le livre de cette façon-là. Et comme j'ai dit tantôt, soit papier, soit audio. Alors, vous allez entendre ma voix pendant quelques heures, mais je pense que ça peut être le fun. Effectivement, je le souhaite à tout le monde de se le procurer. C'est un parcours inspirant et des anecdotes à raconter en masse. Donc, procurez-vous le livre Griffin 26. Et pour ceux qui ont hâte de recevoir, en fait, de réentendre la voix de Mark Griffin, bien, soyez patients, le baseball va revenir très bientôt sur les ondes de RDS pour une 26e année pour toi? Ben, en fait, ça va être une 26e année comme commentateur. Là. À RDS, ça va être une 11e année. Oui. Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé à TQS. Oui, à TQS, pas l'oublier. Et, excuse, je peux pas je prends une dernière question avant de terminer. Là, je m'en allais finir là-dessus, puis ça m'a fait rappeler quelque chose. Peux-tu juste nous raconter les derniers moments que tu as vécu en 2004 en tant qu'analyste au dernier match des Expos avec Jacques Doucet? Je peux pas me permettre de ne pas t'apposer. C'était trop un moment unique. Ben, écoute, tu me poses la question, puis déjà, j'ai un peu plus d'émotion. C'était vraiment... écoute, imagine-toi là, Jacques Doucet, qui a 36 ans d'expérience. Ah oui. On est en route vers le stade, puis qui me dit avec les yeux pleins d'eau, ou en tout cas certainement rougis, il me dit, écoute, Marc, il dit, je ne serais pas capable de terminer l'émission aujourd'hui. Il dit, il va falloir que ce soit toi. Fait que là, moi, tout le temps, ça, puis là, on parle de peut-être 3 heures avant le match. Là, imaginez 3 heures avant le match qui dure à peu près 2h30, 3 heures, puis là, il faut que je termine le dernier match de l'histoire des Expos à la radio, où Jacques Doucet, au cours des 33 dernières années, parce que les 3 premières années, il était à la presse, mais les 33 dernières années, où il termine chacun des matchs des Expos de la même manière. Là, il me dit, il faut que tu fermes ça. Puis là, lui, il est en train de lire. Jacques avait écrit son speech, son boniment pour remercier, évidemment, les partisans des Expos. Écoute, c'était extrêmement émotif. Fait que là, j'ai la personne, j'ai Jacques Doucet à côté de moi qui évidemment, vit des est émotions. une personne démolie et vit des émotions. Et moi, je l'ai vu avec lui. Fait que là, j'essaie de contenir, moi, mes émotions pour dire, OK, il faut que je sois à la hauteur, il faut que je sois à la hauteur. Puis Jacques, même s'il l'a fait pendant 33 ans, avait toujours des petits cartons qui lui indiquaient, bon, on est rendu où, puis qu'est-ce qu'on doit dire. Fait que subtilement, j'ai volé son petit carton. Puis j'ai dit, là, il faut que je fasse... Écoute, je peux pas terminer le show différemment que ce qu'il a fait pendant 33 ans. Sauf que là, Jacques, il disait tout le temps, alors encore une fois, la marque finale, les Expos X, les Mets, il disait, whatever, le score. Puis, alors, il dit, au nom de Mark Griffin, de Brian Burgess, et c'est Jacques Doucet qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous donne rendez-vous pour le prochain match. Ça se faisait de même tout le temps. 33 ans de temps. Alors, je prends le carton, je dis, ben écoutez, puis là, je vous dis, là, on a déjà tous été pris dans des émotions, là, mais là j'ai le moton ici. Je sais que ça paraît pas. Mais là, comment, je peux pas dire, et encore une fois, le pointage final, les Mets avaient planté les Expos. Ah ouais. Je me disais, c'est pas pertinent. Fait que finalement, j'ai un flash, puis je dis, alors, au nom de Jacques Doucet, de Brian Burgess, c'est Mark Griffin qui va remercier à votre nom, qui donne, là, je dis pas qu'il vous donne rendez-vous, j'ai dit simplement à la prochaine, et encore une fois, la marque finale, puis là, je dis 1969-2004. Quel flash incroyable. Et là, mais écoute, puis là, Jacques, il m'écoute plus, là. Il n'y a même plus d'écouteurs, il est en train de pleurer, il est en train... Fait qu'écoute, quand ça s'est terminé, moi aussi, j'ai comme garoché, permettez-moi l'expression, mais mes écouteurs à terre, pas à terre, mais sur le bureau. Et puis, on a été une bonne quinzaine de minutes, vingtaine de minutes à juste être là.
sans rien dire, à juste vivre nos émotions. On est tous partis à brailler. Ben, c'est normal. Et parce que là, tu avais les deux versions. Tu avais Jacques Doucet qui, pendant 36 ans, 33 à la radio, là, comme j'ai dit tantôt, qui faisait la promotion du baseball, qui était la voix du baseball. Et lui, il prenait personnel que le baseball s'écroulait à Montréal. Il disait, écoute, est-ce que j'aurais pu faire une meilleure job? Est-ce que j'ai pas été sur un bon porte-parole? Tu sais, tu te poses ces questions-là. Puis là, il disait, puis là, toi, Marc, qui commençait, parce que je commençais ma carrière à l'époque, j'avais à peine une trentaine d'années, et qui disait, dis-toi, Marc, tu avais tout l'avenir devant toi comme analyste baseball, puis là, on t'enlève ce rêve-là, parce que là, on savait pas ce que l'avenir nous réservait, évidemment, vous comprendrez. Fait qu'on avait les deux extrêmes, tu sais, Jacques a quand même quelques années de plus que moi, là, fait qu'on vivait ça, puis, tu sais, il y avait toute cette frustration-là, mais moi, je comprenais Jacques. Pendant 33 ans, ou entre 36 ans, mais 33 ans, la voix qui nous dit, qui nous berce avec sa voix pour parler de baseball, puis là, on lui arrachait ça, là, comme si on était moins que rien, parce que je vous disais, là, un prochain podcast, on pourrait se parler le traitement que le baseball majeur donnait aux expos à l'époque, tu sais, c'était vraiment, vraiment plate. Fait que tout ça fait en sorte que tu comprends qu'il y avait la frustration du départ des expos, du fait que c'était terminé, mais qu'on fermait les livres de façon très, très vulgaire, là, très, tu sais, c'est même pas de remerciement du baseball. On ferme les livres, on s'en va à Washington, c'est terminé, bonsoir, on n'existe plus. Tu sais. C'était frustrant. Et ça a été assez tough là, de vivre ces moments-là. Mais je suis content d'avoir été là pour les vivre. Puis évidemment, c'est ce qui nous rapproche, Jacques et moi, encore aujourd'hui. Mais écoute, on salue Jacques Doucet, la voix des expos avec Roger Brulotte pendant 33 ans. C'est incroyable. Personnellement, je me suis laissé bercer depuis ma naissance avec la voix de Jacques Doucet dans mes oreilles. À la radio, c'est cassé sport. J'avais pas la télévision, le câble quand j'étais plus jeune. Jusqu'à mes 12 ans, jusqu'à le temps que les expos ont quitté quand j'ai eu 13 ans, Montréal. Jusqu'à mes 12 ans, j'ai écouté les expos à la radio. Dans mon lit avec mes écouteurs à m'imaginer, tu sais, comme beaucoup d'autres enfants, même peut-être plus vieux, ont fait. Et là, tu t'imagines la voix de Jacques Doucet qui dit « La balle est frappée, elle est loin, elle est loin. » Puis là, tu dis « Ah, vas-tu tomber, l'amour? » Tu te poses des questions. Tu sais, dans les dernières années, les expos ont commencé à recevoir des courriels. Tu sais, la technologie avançait un peu, là, puis les gens nous écrivaient et disaient « Ah, j'aime assez ça, on s'endort avec votre voix quand on allait faire des matchs à la Côte-Ouest. » Puis là, on se disait c'est un compliment, ça? C'est insultant, moi. C'est réconfortant, mais en même temps... mais ce que les gens disaient, c'est que c'était merveilleux. Puis, tu sais, même moi, puis je raconte une dernière anecdote à Antoine, moi non plus, je ne vais pas te retarder, là. Ben non, j'ai tout mon temps, c'est pour toi. Et tu sais, juste une petite anecdote, c'est évidemment, Jacques Doucet et Claude Raymond, parce que Claude était à la radio, moi, dans le temps que je suivais les expos, c'était pas encore Roger, c'était Claude Raymond. Puis, ces gars-là m'ont vraiment influencé à aimer Gary Carter, Tim Raines, André Dawson, parce que il y avait un match à peu près par semaine à la télévision. Fait que tu comprendras que moi, c'est les matchs à la radio que mon père écoutait dans la voiture qui m'a fait aimer le baseball. Ben oui. Puis, et mon père était évidemment très fier de ma carrière de joueur. Tu sais, il n'y a pas de doute, je pense que... Mais je te dirais, par contre, que lorsque officiellement je suis devenu le commentateur ou l'analyste radiophonique, je parle pas à la télé, je parle à la radio, parce que j'ai fait les 4 dernières années. Et lorsqu'il a entendu, puis mon premier match avec Jacques, officiellement comme l'analyste, le seul analyste, si tu veux, radiophonique, on faisait un match au Wrigley Field, et puis Jacques commence son émission comme il le fait pendant 33 ans. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Jacques Doucet en compagnie de Mark Griffin. Et mon père m'a dit, plusieurs années plus tard, que ça a été probablement son moment le plus émotif de sa vie, que son fils était aux côtés de Jacques Doucet. Pour la description d'un match des Expos. Wow. Tu sais, il me l'a pas dit de même, mais je l'ai senti plus que quand j'ai eu ma première présence, par exemple, dans un match du baseball professionnel. Donc, tu vois à quel point, lui aussi, Jacques Doucet, c'était la voix. Tu comprends? C'était la voix. Puis là, son gars se retrouvait à côté de Jacques Doucet comme analyste. Fait que mon père s'est venu chercher plus ça que ma carrière de joueur actif. Fait que tu vois à quel point Jacques a touché pas mal de monde. Et c'est une grande, grande fierté d'avoir été à ses côtés. Tu sais, imagine-toi, là, il y a là, les Expos sont partis en 2004. Fait en 2000, la saison 2000, Jacques Doucet était là. Ah ouais, là, ça, un autre on dossier. en parlera une autre fois, mais continue. mais ce que je veux dire, c'est que, écoute bien, là, pour un jeune, là, moi, j'avais joué au baseball, j'avais fait ma carrière, c'était parfait, mais là, j'étais rendu commentateur. Et en 2000,
Jacques Doucet faisait la description de tous les matchs des Expos. Et moi, je faisais la moitié des matchs en compagnie de Claude Raymond. Fait que Claude Raymond faisait la moitié des matchs, moi, je faisais l'autre moitié. Et là, en 2001, moi, je suis devenu à temps plein parce que Claude est devenu entraîneur des Expos. Mais tu comprendras que moi, qui ai suivi Jacques et Claude pendant des années à la radio, ben, je me retrouvais à travailler avec ces gars-là comme équipe. On était le trio de commentateurs. Fait que, tu sais, moi, là, Claude Raymond puis Jacques Doucet, ben, tu comprendras que, tu sais, je veux dire, j'ai encore d'ailleurs, en fait, le 7 mai, c'est la fête de Claude Raymond. 83 ans, je l'ai appelé. Il est en pleine forme. Et écoute, tu parles à ce gars-là, c'est une motivation incroyable juste de lui parler. Fait que, tu sais, moi, là, vivre ces moments-là, encore aujourd'hui, avec ces deux grands hommes-là, ben, je suis choyé. Tu sais, je le sais, je suis choyé. Effectivement, tu as une vie bien remplie. Puis on salue Claude Raymond. Écoute, je l'ai côtoyé avec l'Expo Fest. D'ailleurs, demain, je reçois Perry Giannis de l'Expo Fest. Et puis, c'est vraiment un homme incroyable, Claude Raymond, à 83 ans. Hey, il a lancé combien? 3-4 manches, je pense, encore à balle molle cet été. Comment qu'on fait pour lancer encore une balle à 83 ans? Écoute, Antoine, c'est sûr qu'il va falloir en faire un autre parce que j'ai encore d'autres histoires de Claude Raymond et David Samson. Oh! Ouais, ça t'intrigue. Hein? Mais en tout cas, tout ça pour dire que ces gars-là, c'est pour moi, on parle de grandes personnes dans le baseball. Bien, évidemment, pour moi, Claude et Jacques sont sur le top de la liste. Écoute, c'est vraiment là, exceptionnel d'avoir côtoyé ces gens-là. Mais juste, vite de même, Roger Brulotte, c'était avant toi, dans le fond, quand il était avec Jacques Doucet. Dans le fond, toi, tu es revenu quand que Roger est parti à la télé ou je ne sais pas trop quoi? Oui, c'est ça. Ben moi, c'est ça. Moi, j'ai moins eu la chance d'entendre Roger à la radio parce que je suis parti après ça comme joueur. Fait que Roger a pris à peu près les rênes juste au moment où je suis parti. Et effectivement, lorsque Roger s'est retrouvé à faire de la télé seulement, c'est là que moi, je me suis retrouvé à la radio. Okay. Et lorsque Roger s'est retrouvé à TVA Sport il y a déjà presque une douzaine d'années, ça va vite. Ça va vite. Moi, j'ai hérité du poste à RDS à ce moment-là. C'est vrai. Mais comment c'est justement comment tu as vécu, toi, de prendre de rentrer dans les pantoufles quand même de quelqu'un comme Roger Brulotte? Ça n'a pas dû être facile non plus. Est-ce que tu as senti une certaine comparaison que les gens voulaient faire ou tu as dit non, regarde, moi, j'ai ma couleur puis je vais mettre ma saveur à cette émission-là? Écoute, c'est une bonne question. Puis, je te dirais que je me suis fait poser la question beaucoup quand je suis devenu analyste. C'était à TQS à l'époque. Je reviens encore à ça, mais j'ai commencé là quand même. mais ce que j'allais dire, c'est que puis là, je me souviens, les gens me demandaient, bon, ça va être quoi ton cri pour le coup de circuit? Ah, c'est ça. Puis j'avais dit, non. J'ai dit, moi, ça va être moi. Je vais faire ce que moi, je pense ce qui est bon, puis j'espère d'être accepté de même, mais je ne serai pas une autre. Là, moi, c'est pas dans ma personnalité de faire ce que Roger fait, puis tu sais, la définition en anglais, c'est un caller analyst. Fait que Roger fait très bien son rôle, absolument. Il est il est toujours d'ailleurs un excellent vendeur de baseball. Ouais. Si on n'enlèvera jamais Roger, mais moi, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Alors, j'ai eu, je sais pas si c'est le flair, mais déjà jeune dans cette carrière-là, de dire, ça va être mon style. Je vais essayer de faire mon style, puis qui plaira ou qui plaira pas. Alors, j'ai toujours gardé ça. Fait que j'ai pas l'impression que je remplace Roger. Non. J'ai eu l'impression que je suis rentré, puis j'ai pris ma place. Mais ceci étant dit, on est une petite équipe depuis 25 ans, là. Que ce soit Claude, Roger, Jacques, je veux dire, on est une petite équipe. Puis il y a Derek Aucoin qui s'est ajouté au cours des dernières années. On est une petite équipe. Puis, je veux dire, notre but, je suis pas mal sûr que toute la gang te répondrait la même affaire, c'est de faire aimer ça, puis c'est de faire comprendre la game, puis c'est juste de l'amener à un autre niveau que les gens vont l'apprécier. Puis c'est le fun qu'on puisse tous à quelque part travailler ensemble et faire en sorte qu'on fait la promotion finalement du baseball. C'est tellement bien dit, encore une fois, Marc, là, c'est carrément ça. C'est vous faites la promotion du baseball, vous donnez de l'engouement à un sport qu'on n'a même plus au Québec en plus. C'est pas évident non plus de couvrir des matchs que, oui, on a beaucoup d'amateurs de baseball au Québec, mais de réussir à donner de vie vraiment à un match entre les Pirates et les Marlins, un mardi soir à RDS, c'est pas toujours facile, j'imagine. Fait que faut que tu continues d'avoir beaucoup de connaissances, de suivre l'actualité du baseball majeur.
Puis sincèrement, je tiens à le préciser, puis c'est pas parce que tu es là, on n'a jamais eu l'impression que tu le remplaçais, Roger, ou quoi que ce soit. Les deux, vous avez votre couleur, puis sincèrement, tu as apporté la tienne dès le départ, puis c'était comme si tu étais fait pour être là, selon moi, dans ce cas. Fait que je te remercie pour tout ça. Écoute, ça me fait plaisir, mais garde, l'important, je pense, puis comme toi d'ailleurs, c'est qu'on est des passionnés. Et le plus beau commentaire que je peux recevoir souvent d'un auditeur ou d'un téléspectateur qui nous regarde et qui nous écoute, c'est de dire, Marc, c'est le fun, on sent ta passion à l'écran. Moi, tu pourrais me dire que je suis beau, fin, n'importe quoi, je vais être bien heureux que tu me dises ça, mais que tu me dises que je sens ma passion à travers l'écran, ça, comme personne en communication, c'est probablement le plus beau compliment que tu peux me faire. Je te renvoie le compliment, c'est exactement ça. J'allais le dire. Non, mais pour vrai, c'était très bien dit. Puis je veux juste terminer en disant, les gens là, qui nous écoutent, peu importe ce que vous devez faire dans votre vie, qu'on parle d'entrepreneuriat, parce que souvent, je vais recevoir des entrepreneurs au podcast, ou qu'on parle de parcours comme celui de Mark Griffin. C'est ce qui revient dans tous les cas, là, c'est la passion. Puis c'est vraiment, sincèrement, l'autre nom du podcast que j'étais supposé l'appeler, c'est le Passion Podcast. C'est simple là, parce que je voulais vraiment parler à des passionnés. Je voulais pas me restreindre à seulement des entrepreneurs ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que j'ai dit, je vais recevoir des athlètes, des artistes, des chanteurs, peu importe, je m'en fous. Je vais recevoir des gens qui sont passionnés puis transmettre leur passion parce que c'est là qu'on voit quand quelqu'un est passionné, il se lève pas avec une brique dans le visage le matin. Il se lève, il est heureux, il a le goût d'aller travailler. Et si on a des gens qui sont heureux, motivés puis passionnés au Québec, bien, ça va faire une société en santé, une société heureuse, puis on va avoir du plaisir à chaque jour. Et tout ça a commencé probablement par un rêve de devenir quelqu'un de, tu sais, ou une personne qui les a influencés. Fait que c'est pour ça qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Là. Exactement. Puis tu le joues à merveille, ce rôle-là. Puis continue de nous inspirer, Marc. Un énorme merci encore une fois de faire partie de l'aventure du Made in Québec podcast. Et puis, je t'envoie directement l'invitation pour un second podcast dans les prochaines semaines. C'est toi qui me l'as proposé. Alors, t'as pas le choix. Il n'y a pas de problème, Antoine. Bonne chance. Belle initiative de ta part. Puis écoute, à bientôt, mon cher ami. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir été à l'écoute pour ce 4e épisode du Made in Québec podcast en compagnie de Mark Griffin et de son parcours très inspirant. Et je termine en vous disant d'aller acheter son livre dans tous les bons libraires de ce monde avec le Griffin numéro 26. Alors, merci beaucoup tout le monde et passez une agréable fin de journée. Merci.